Rubik's Cube est un casse-tête qui paraît simple en apparence, mais qui, une fois mélangé, devient une épreuve à résoudre pour un débutant. Ce cube est une énigme pour tous les gens qui n'ont jamais appris de méthode de résolution. Et même une fois que l'on pense être familier avec, on se rend compte de toutes les questions associées à ce casse-tête. Par exemple, combien de combinaisons de couleurs peut-on faire avec? Peut-être que vous connaissez déjà la réponse à ces questions si vous êtes familier avec ce casse-tête, mais savez-vous pourquoi? Allez, je vais vous expliquer. Rubik's Cube est constitué de plusieurs pièces. Un corps central composé de 6 centres, les coins qui sont au nombre de 8 et qui ont 3 couleurs, et les arêtes qui sont au nombre de 12 et qui ont 2 couleurs. Chaque pièce a une place bien spécifique dans le cube. Les pièces sont placées entre 2 centres, puisque les coins sont placés entre 3 arêtes. Mais les pièces ne sont pas interchangeables, je ne peux pas mettre un coin entre 2 centres. Donc pour calculer le nombre de possibilités, on va s'intéresser au nombre de possibilités pour chacune de ces pièces. Par exemple, pour mettre le premier coin, j'ai 8 coins. J'ai donc 8 possibilités d'endroits où mettre ce coin. Donc je vais le placer par exemple ici. Et donc là pour le deuxième coin que je vais mettre, il me reste 7 possibilités vu que j'en ai une qui est déjà partie. Donc là je pourrais la mettre où je veux parmi les 7 possibilités. Ça va faire que par exemple le nombre de cas possibles en plaçant 2 coins, c'est 8 pour le premier et x 7 pour le deuxième. Si j'en rajoute un, ça fera x 6. Puis après ce sera x5. Et donc une fois qu'on a placé tous nos coins, on a donc 8 x 7, x 6, x 5, x 4, x 3, x 2 et x1 possibilités. Ce qui s'appelle en mathématiques 8 factoriel, qui peut s'écrire aussi comme ça. Donc ça nous fait 40 320 possibilités pour le placement des coins. Sauf que chaque coin peut être orienté de 3 orientations différentes. La première comme ceci, la deuxième comme ceci, et la troisième comme ceci. On revient à la première. Sauf que ça, du coup, on a 3 possibilités pour chaque coin. Il y a 8 coins. Donc ce sera 3 pour celui-ci, 3 pour celui-là, 3, 3. Donc du coup on va juste tout multiplier. Donc en tout il y en a 8, donc ça va faire 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3. Et donc ça s'écrit aussi 3 exposant 8 avec le 8 au-dessus comme écrit ici. Et donc ça va nous faire 6561. Et donc pour avoir le nombre de possibilités pour tous les coins, on a juste à multiplier les deux nombres entre eux. Et donc le nombre de possibilités pour orientation et placement des coins vaut 264 539 520. Pour le placement des arêtes, c'est pareil que pour le placement des coins. La première arête, on peut la mettre dans les 12 premiers endroits, puis après, donc là, je vais la mettre ici. Et ensuite, la prochaine, j'ai plus que 11 places possibles. Et après, 10, 9, etc. C'était pareil que pour le placement des arêtes, sauf que là, j'avais pas 8 factoriel, mais j'avais bien 12 factoriel, donc j'avais ce nombre là qui s'affiche, que là chaque peut être tourné dans deux sens différents, donc soit celui-ci, soit celui-là. Et donc là c'est le même principe que pour l'orientation des arêtes, on fait la même chose, sauf que là il n'y a que deux orientations possibles, celle-là, celle-là. Donc là ça va être 2 exposant 12, du coup vu qu'il y a 12 arêtes possibles, là on a calculé tout le nombre de possibilités, donc pour avoir le nombre de possibilités total il faut juste qu'on multiplie tout ça ensemble, et donc ça nous fait 519 quintillions, 24 quadrillions, 39 trillions, 193 milliards, 878 millions, 272 000. Dans un Rubik's Cube 3 fois classique, il y a 3 cas qui sont impossibles. Celui-ci où il y a juste un coin qui est tourné. Il y a celui-ci où il y a juste une arête qui est tournée. Et il y a celui-ci où il y a 2 arêtes qui sont inversées. Et ça marche aussi si c'est juste 2 coins qui sont inversés, par exemple ces deux-là. Mais comment on sait si c'est vraiment impossible? Il va falloir démontrer que c'est impossible. Donc je vais commencer par les coins. Alors pourquoi ce cas-là est impossible? Il va falloir définir comment on dit qu'un coin est orienté ou non. Parce que là on voit bien que le coin n'est pas bien orienté. Un coin qui est orienté dans le speedcubing, c'est un coin dont soit le blanc soit le jaune pointe vers soit le centre blanc soit le centre jaune. Par exemple, ce coin-là est bien orienté vu que jaune, il pointe vers le jaune. Et ce coin-là, par exemple, ici, n'est pas bien orienté parce que sa couleur qui est soit blanche soit jaune, donc là en l'occurrence c'est blanc, pointe vers autre chose que le blanc ou le jaune, donc là en l'occurrence c'est le rouge. Et je vais compter combien de rotations en sens des aiguilles d'une montre un coin a besoin pour être orienté. Donc celui-là on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc là tous mes coins sont bien orientés. Donc là j'ai donné un score d'orientation à mon mélange. Donc là on va regarder ce qui se passe quand je fais un mouvement. Donc par exemple je vais faire celui-ci. Donc là il s'avère que là, donc là on va compter le score d'orientation de ce mélange. Et on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc là on voit que le score d'orientation est 6. Et si on tourne la face du haut ou la face du bas, donc la face blanche ou la face jaune, le score d'orientation ne change pas. Tous les coins restent bien orientés. Ça veut dire que peu importe le mouvement qu'on fait, il va toujours y avoir un score d'orientation qui est divisé par 6, vu que chaque mouvement qu'on fait nous donne un change d'orientation de soit 0 soit 6. Sauf que par exemple, ce cas ici, le score d'orientation est à
Donc là il faut que je tourne, donc là si je devais tourner il faudrait que je tourne 2 fois, et là une fois, donc là le score d'orientation est à 3, mais pourtant je peux quand même résoudre ce cas. C'est parce que je vous ai menti, hein, ce score d'orientation n'est pas à 3, il est bien à 6, je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parce que je peux tourner un coin dans le vide 3 fois, ça ne changera rien à l'orientation du mélange. Du coup, il faut que tout score d'orientation soit divisible par 3 pour que le cube soit résoluble. Et donc, bah ça fait avec avec le mélange qu'on a créé au hasard tout à l'heure en mettant les pièces à la main, ça fait une combinaison sur 3 qui est bonne. Un cas sur les 3 où c'est bon. Donc je peux diviser tout mon calcul par 3, mais c'est aussi vrai pour ce cas ici. Donc là, ça se démontre plus ou moins de la même façon. Et donc là, je peux aussi rediviser par 2 parce que l'arête est orientée et mal orientée une fois sur 2. Donc je divise en tout par 6. Et ici, ces deux pièces-là, et ben c'est un cas sur 2 où ces deux pièces-là sont inversées. Ça fait un cas sur 2 qui est impossible à avoir en tournant normalement. Et donc je redivise encore par 2, et donc ça nous fait une division par 12 du nombre qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc on fait notre division par 12 du nombre qu'on a eu tout à l'heure, donc ça fait tac divisé par 12, et ça nous fait 43 quintillions 252 quadrillions 3 trillions 274 milliards 489 millions 856 000. C'était compliqué. Donc ça c'est le nombre de combinaisons possibles du Rubik's Cube. Comme vous ne devez pas vous imaginer à quel point c'est un grand nombre, on superposait des Rubik's Cube les uns sur les autres, qui avaient tous un cas différent. Cette tour sortirait de notre galaxie. Maintenant que vous savez combien de cas il existe pour un Rubik's Cube 3x3, vous devez sûrement vous demander pour des cubes plus grands comme le 4x4. Et ben sachez qu'il y a des nombres qui ont été trouvés pour 4x4, donc là je vous mets ici, donc c'est un nombre encore beaucoup plus grand que le Rubik's Cube 3x3. Donc sachez aussi qu'il y a une formule qui, donc si on remplace x, hein, donc comme des fonctions, une fonction justement qui, on lui donne le nombre de côtés de notre Rubik's Cube et ça nous rend le nombre de cas qu'il existe sur ce cube, hein, et sachez qu'il apparaît pour par exemple ce qui n'est pas des cubes mais pour les dodécaèdres, hein, donc ça aussi, et pour aussi les pyramides comme celui-là. Je vous affiche juste la formule à l'écran. Voilà, donc cette formule me fait peur, mais tout ce qui est dans la formule est démontrable, je vais pas faire ici parce que ce serait vraiment beaucoup trop compliqué. Il y a une autre question que les scientifiques se sont quand même beaucoup posées. Combien de mouvements au maximum faut-il pour résoudre n'importe quel cas de Rubik's Cube, utilisant une solution parfaite? La réponse a été trouvée. Et donc je vais vous expliquer donc comment ils l'ont trouvé, après je vais vous donner la réponse bien évidemment. Le début de recherche à ce problème donc commence en 1980-85, donc plus ou moins quand le Rubik's Cube a été sorti. Et ben beaucoup ont essayé justement de trouver la réponse à ce problème, mais c'était pas simple. Ce que les chercheurs ont commencé à faire, c'était de mettre c'était de créer un intervalle dans lequel on savait que le nombre était dedans, et ensuite c'était de réduire petit à petit l'intervalle pour que les deux nombres minimum et maximum se rejoignent, et que si c'est exactement le même nombre, on sait que ce nombre là c'est celui-ci. Pour faire ça, les chercheurs ont fait beaucoup de choses. Déjà ils ont commencé par essayer de trouver une méthode qui ferait que en fait on ait toujours une possibilité de résoudre le cube même avec les pires cas possibles. Donc là ils ont utilisé la méthode connue Friedrich, donc la méthode Friedrich, je sais qu'on connaît pour résoudre tout le cube le pire nombre de mouvements à faire, sachant qu'il n'y a pas de rotation cette méthode, hein, on fait aussi des trucs à faire à l'arrière, on fait à l'arrière, et que la méthode ne fait pas d'erreur bien sûr. Il faudrait je crois 68 mouvements pour résoudre le cube au maximum. Donc du coup ils ont trouvé des méthodes avec plus bas, par exemple la méthode Petrus utilise moins de mouvements pour résoudre le cube, et donc du coup ils sont descendus petit à petit. Là, si je vous dis qu'on peut résoudre chaque moindre Rubik's Cube avec un mouvement, vous me croyez pas, c'est logique. On peut pas atteindre assez de cas avec un seul mouvement, c'est-à-dire qu'on peut pas résoudre tous les cas avec un seul mouvement. Pareil avec 2 et avec 3. Et donc là, ces gens qui cherchaient à résoudre cette question vont se poser la question, ok, il en faut combien minimum pour atteindre le nombre de cas total du Rubik's Cube? Et donc ce nombre-là, il va falloir 18 mouvements au minimum pour que le nombre de combinaisons possibles dépasse le nombre de combinaisons du Rubik's Cube. Ça veut pas dire que le nombre qu'on cherche c'est 18, mais ça veut dire que notre barre minimum est à 18. Parce que si ça pourrait pas être 17, parce que sinon on pourrait pas être 17, c'est forcément à 18 ou au-dessus. Comment on a fait ça? On sait qu'à chaque possibilité on a 18 mouvements possibles qu'on peut faire, on a juste à multiplier 18, donc à un mouvement il y a 18 stades qu'on peut atteindre,
donc à 2 mouvements il y a 18 x 18, à 3 il y en a 18 x 18 x 18, et etc. jusqu'à ce qu'on arrive à donc 18, et donc ça fait 18 à exposant 18, ça fait beaucoup trop de 18. On sait que notre valeur minimale est donc à 18 mouvements. Et grâce à une certaine personne qui est appelée Kosimba, on a trouvé une méthode qui permet de résoudre le Rubik's Cube en 30 mouvements. Donc on va résoudre tous les cas de Rubik's Cube en 30 mouvements. Donc cette méthode, elle n'est pas possible à faire humainement, mais les ordinateurs savent le faire. Et donc ça a été démontré qu'on peut faire en moins de 30 mouvements. Donc on sait que le nombre qu'on cherche est entre 18 mouvements minimum et 30 mouvements maximum. Donc ça nous fait quand même un intervalle de 12 mouvements, qui est quand même beaucoup. Et il y a un mélange, celui-ci, où donc toutes les arêtes sont retournées sur elles-mêmes, que personne va réussir à trouver une solution en moins de 20 mouvements. Et donc à un moment on va se dire, bon, bah, ok, on va essayer avec des ordinateurs, vu qu'il y avait quand même l'apogée des ordinateurs qui est en train d'arriver, on va essayer avec des ordinateurs, et ils ont essayé de tester toutes les combinaisons possibles pour résoudre ce mélange. Et avec l'ordinateur, ils n'ont trouvé aucune solution, donc ils ont prouvé grâce à l'ordinateur que ce mélange était résoluble en 20 mouvements minimum. Donc on sait que maintenant que c'est plus 18, le nombre minimum, on sait que c'est 20, parce qu'il y a un mélange qui demande 20 mouvements. Et même s'il n'y a que celui-là qui demande 20 mouvements, bah, ça fait quand même un mélange. Donc ensuite, bah, il y a Google qui a prêté des ordinateurs aux gens qui cherchaient, et donc qui a prêté des ordinateurs pour qu'ils puissent donc trouver ce nombre. Et donc eux, ils vont donner un algorithme à l'ordinateur donc qui va découper donc le nombre de cas pour ne pas avoir à calculer les 43 quintillions de cas. Par exemple, ils vont faire une symétrie, bah, ils vont par exemple enlever un 12e des cas. Pourquoi? Parce qu'un mélange qui est fait à partir avec cette pièce là devant et cette pièce là au-dessus, bah, c'est symétrique d'un mouvement qui est fait avec par exemple cette pièce là devant et cette pièce là dessus. La solution sera la même, juste on va partir du même endroit. Donc ça sert à rien de résoudre ce mélange aussi. Par exemple, on sait aussi que pour réduire le nombre de cas, imaginons j'ai ce cas là, et imaginons le premier mouvement pour résoudre ce cas là de façon optimisée, c'est de faire ça. Et ben on sait que ce mélange là précis, il peut être résolu en moins de 20 mouvements, parce qu'on sait que celui-ci était résoluble en 20 mouvements et que celui-là c'est étape 1 de la résolution de ce mélange. Du coup on peut enlever aussi beaucoup de mélanges comme ceci, et c'est comme ça que les ordinateurs de Google vont réussir à trouver en 2 jours, je crois, que le nombre que l'on cherche c'est 20 mouvements, que chaque mélange de Rubik's Cube est résoluble en 20 mouvements ou moins. Ça c'est une question à laquelle on a répondu, donc sur un Rubik's Cube 3x3 on connaît la réponse, par contre sur des Rubik's Cube plus grands comme 4x4, 5x5, 6x6 on ne sait pas, ou même sur d'autres puzzles comme le Megaminx qui a failli tomber, ou le Pyraminx qui est ici, et ben cette réponse là n'est pas connue. Donc si jamais vous voulez essayer de trouver la réponse par vous-même, bah vous pouvez, hein, ça demande des connaissances peut-être, mais si vous avez une idée novatrice pour trouver, bah vous allez réussir à trouver avec l'aide peut-être d'autres gens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker. Voilà, si vous voyez cette vidéo là où je la sors, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël.